Depuis 1343, donc depuis très longtemps, les Quérassins, puis les gens du Grand Escarton. Donc ça faisait 5 petits escartons. Le Queyras, Briançon, puis 3 qui sont aujourd'hui en Italie. Oulx, Pragella et Château-Dauphin, là derrière le Colaniel, vont un peu s'autogérer et acquérir des privilèges. Il va y avoir une charte qui va être signée avec le Dauphin, puisqu'à cette époque, le territoire est dépendant du Dauphiné, donc du Dauphin. Et ça, on est assez fiers, puisqu'en gros, c'est un peu comme si des simples paysans montagnards, d'un coup, achetaient leur liberté. Cette charte est conservée comme un trésor. Elle leur accorde le droit de se réunir librement, d'élire leurs représentants, de lever et de répartir l'impôt et la gestion autonome de leurs terres. Très vite, on va s'apercevoir que ce qui fait la gestion en fait, de ce territoire, c'est déjà ce qui se passe au niveau du village ou au niveau d'une vallée. Et le fondement des escartons, c'est pas tant une charte de privilèges avec des personnages un peu importants comme les consuls des escartons que les gens du pays, quoi. Le duc de Lesdiguières, allié d'Henri IV, prend Fort Queyras et la place forte devient protestante. Il arrive quand même à faire venir des canons et après quelques volées, la pauvre troupe qui est là-dedans est tellement surprise. Et puis bon, on sait qu'à l'époque on réservait le sort de l'ennemi, le sort qu'il nous a fait subir, donc mieux vaut se rendre pour pas avoir de problème. En tirant quelques volées, ils se rendent tout de suite et c'est comme ça que Lesdiguières a pu prendre Fort Queyras. Les premiers départs se font d'abord dans les vallées vaudoises du Piémont voisin. Mais Louis XIV ne peut admettre que subsiste à ses portes une communauté protestante, donc ennemie et susceptible d'abriter les réformés français. Et donc on envoie le fameux Catinat, ici dans le Queyras, avec des dragons. Donc il y a deux choses. Il va y avoir déjà le côté toujours guerre avec le duché de Savoie. Et puis, en même temps, on sait que c'est une région qui avait peut-être beaucoup d'autonomie, ça s'appelait peut-être pas un certain pouvoir politique et religieux. Donc, il faut aussi affaiblir ces gens-là. Voilà. Donc, le rôle de Catinat et des dragons, ça va être de les affaiblir et puis de les faire abjurer. Des protestants, notamment d'Abriès, vers l'Allemagne, il y a eu des recensements de population, on sait ce que faisaient les gens. Et bon, ce que les historiens disent en général, c'est que les Quérassins pouvaient soit mettre un métier, soit l'autre, soit les deux métiers. Le premier métier, bien sûr, c'est paysan, agriculteur. Et puis, souvent, on voit qu'ils avaient un autre métier. On voit des maisons, donc on va analyser ce qu'on voit. Et la maison, ça représente, sur un espace restreint, tout le territoire. Hein. Les prés de fauche, le foin, les céréales qu'on fait sécher, les bêtes qu'il faut garder pour l'hiver. Mais du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est le commerce et les transactions qui ont toujours eu lieu, les grands marchés, les grandes foires, les idées des gens. Le Queyras était quand même plus tourné vers le Piémont, vers la Provence aussi, hein, vers le Grenoble et le Dauphiné. Mais c'était vraiment, le plus court était le plus favorable, il était là. C'était le col Lacroix, hein, qui était le passage principal du Queyras avant la route, avant 1855. Le versant côté italien est très abrupt. On arrive dans le Piémont, en une journée de marche, on a des tas de produits qu'on ne trouve pas ici, quoi. On va avoir du maïs pour faire la polenta, du riz, des arbres fruitiers, des châtaignes. L'agriculture après de montagne est quand même beaucoup plus dure pour eux, c'était une région aussi assez peuplée, alors qu'ici dans le Queyras c'est des plateaux avec beaucoup d'alpages, très accessibles, donc ça va être très bien pour les troupeaux, pour la viande, pour le lait, pour la laine. Donc du coup, en une journée de marche, on a deux mondes complètement différents, mais les populations sont les mêmes, parlent le même patois, l'occitan, et même s'ils sont des fois catholiques et protestants, comme entre Ristola et Valpellige par exemple, ben du coup c'est pas un problème, puisque l'intérêt de l'homme, c'est de voir d'autres hommes et d'échanger des produits pour s'enrichir, pour entrer dans une complémentarité.
une armée qui déboule là au milieu, des milliers d'hommes en plus qu'il faut nourrir, qu'il faut loger. Ils vont couper des tas de forêts. Ça a des conséquences qu'on peut difficilement imaginer. Hein. Et puis sur le long terme, puisqu'il va y avoir des avalanches, des inondations, des épidémies, des famines, des razzias, des représailles. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même tragique pour le Queyras. Dès le Moyen-Âge, les plus lettrés parmi les Briançonnais et les Queyrassins furent tentés de gagner leur vie en hiver, non seulement comme colporteurs, ainsi que faisaient la plupart des émigrants saisonniers, mais comme instituteurs. C'est un métier intéressant parce qu'il ne demandait pas de mise de fonds initiale. Hein. Avec ce qu'on a dans la tête, on prend son baluchon, ses plumes à écrire, qui symbolisent le savoir donc, de ses maîtres d'école. On pouvait se vendre pour l'hiver, hein, et donc contre quelque argent, ça faisait une bouche de moins à nourrir dans la famille. Et du coup, ça permettait aussi aux enfants des villages, des communautés, d'avoir une éducation, de savoir lire et écrire. Beaucoup y ont réussi et ont attiré leurs parents et leurs compatriotes pour les seconder et pour prendre leur succession. Le lien avec le pays natal n'était cependant pas tout à fait rompu et certains d'entre eux y revenaient pour leurs congés ou après fortune faite. Avec le retour des migrants, qui valorisent leur réussite par la construction de maisons citadines, avec un mode de vie citadin, il y a déjà les premiers visiteurs. Et puis les premiers visiteurs qui souvent viennent sur les traces de Félix Neff. Donc on est vraiment dans la contemplation de la nature, de la montagne. Et des sites comme Saint-Véran, par exemple, on n'en parle pas. Hein. Saint-Véran, c'est le village de Cutéreux qui sent la vache, il ne faut pas y aller. Garcin, Jean, Vassereau, Alfred, Gérard, Émile, Albert, Thierry, Augustin, Philippe, Joseph, Prieur, Véran, Ismaël, Jean, Missimili, Antoine, Mathieu, Daniel, Martin, Pierre, Franceschi, Fernand, Humbert, Joseph, Simon, Jean-Marie, Charles, Georges, La Première Guerre mondiale peut être tragique au niveau du Queyras. Il n'y a qu'à voir tous les noms qu'il y a marqués sur les monuments aux morts, un peu comme partout en France. Et puis ici, les gens étaient plutôt chasseurs alpins, donc c'était les troupes d'élite de l'époque, ça va être une hécatombe. L'entraide, mais aussi l'autogestion de ce territoire, tel est le symbole de l'armoire aux 8 serrures. C'est une armoire qui frappe tout de suite les gens, puisqu'il y a plusieurs serrures. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans cette armoire? Qu'est-ce qu'il y a de secret pour qu'il y ait 8 serrures avec 8 clés différentes? Créée en 1773, cette armoire permet de conserver les archives de l'escarton du Queyras. 8 serrures pour les 7 communes et pour le secrétaire général de la vallée. C'est très rigolote cette armoire, puisque s'il y en a un qui n'est pas d'accord, l'armoire reste fermée. Donc ça, c'est très queyrassin comme mentalité, quoi. Il faut arriver au consensus. Donc c'est symbolique, hein. Ça conservait uniquement quelques archives, mais ça représente bien ce que ça veut dire. La singularité au niveau du haut. Ô mon Queyras, ô ma chère patrie, pays d'honneur et de noble fierté, sous ton ciel bleu rempli de mélodies, ma voix dira « Vive la liberté !»